Bonjour, je suis Christine, je suis guide accompagnatrice pour l'agence de voyage Fitur Voyage et j'ai le plaisir de vous amener au pays des 1001 nuits en Ouzbékistan. C'est un pays qui fait rêver et qui va vous faire rêver et qui vous fera rêver, et lorsque vous en reviendrez, eh bien vous en rêverez encore. C'est mon cas d'ailleurs, le connaissant, l'ayant découvert, je l'ai aimé et j'ai une hâte, c'est d'y revenir. L'Ouzbékistan est vraiment un pays d'une très grande richesse architecturale. En effet, vous le voyez sur cette photo-là, c'est vraiment ce que représente, c'est vraiment l'architecture musulmane, islamique, je dirais plutôt, architecture islamique. Donc, dans ce pays de Scheherazade, donc c'est céramique émaillée avec des tons de bleu et de blanc tout à fait exceptionnels, et de noir également. Alors partons sur les traces de Gengis Khan et Marco Polo sur la mythique route de la soie qui offre des trésors dignes des contes des 1001 nuits, je l'ai dit. L'Ouzbékistan, en effet, on l'appelle la perle de l'Orient. C'est un pays de légende aux impressionnants massifs montagneux, aux steppes infinies, un pays de découverte, d'aventure, d'émotion, de sagesse aussi, connu pour sa très grande hospitalité. Les Ouzbeks sont vraiment des gens très accueillants, et puis une bonne gastronomie. Alors l'Ouzbékistan donc était au cœur, au centre de la route de la soie, et cette route de la soie qui fait à peu près 7000 miles, qui a permis justement la construction de différents bâtiments, des auberges, des caravansérails, tout ce qu'il fallait en tout cas pour accueillir et recevoir les gens qui cheminaient sur cette route de la soie. Et qui a fait que dans ce pays d'Ouzbékistan, où se sont suivies différentes cultures, différents peuples, eh bien, on y a construit beaucoup de choses, et ce que l'on va découvrir. En effet, tout au long de son histoire, toute sa longue histoire, le territoire actuel de l'Ouzbékistan, vous voyez, avec au nord le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, eh bien, ce qui est actuellement l'Ouzbékistan a été dominé par les grands empires environnants, les Turcs, les Perses, les Grecs, les Arabes, les Mongols, les Russes, ou plutôt à la fin la République l'URSS, qui en a fait la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan jusqu'en 1991, date de l'indépendance de ce pays, donc l'Ouzbékistan. C'est pour ça que toutes ces civilisations qui se sont poursuivies, turques, perses, grecs, je l'évoquais, et même jusqu'aux Russes, eh bien, on va trouver dans ce pays une architecture très diversifiée et surtout très belle. La particularité de l'Ouzbékistan, c'est l'évocation, ce rêve que nous avons de cités absolument mythiques de la route de la soie, principalement Samarcande, qui se trouve ici, dans cette partie de l'Ouzbékistan, mais également la Boukhara, ici, et puis Khiva, qui se trouve là, petite cité, joyau, ce sont toutes des villes musées, et la capitale, Tachkent, qui se trouve ici. Alors, nous allons justement commencer par Tachkent, cette capitale, qui est peut-être la moins, celle qui va peut-être pardon, je m'excuse, je bafouille, qui va vous séduire peut-être moins que les autres, c'est évident, parce qu'il y a une empreinte très importante à Tachkent du passage de cette URSS, puisqu'ils en ont fait leur capitale, avant c'était Samarcande, mais les Russes en ont fait la capitale en 1930. Et donc, on va retrouver des bâtiments de cette époque soviétique, mais c'est très intéressant, parce que justement, ça fait partie de leur histoire. Donc, ça se trouve à l'est du pays, je vous l'ai indiqué. Et donc, je vous rappelle l'indépendance de l'Ouzbékistan en 1991. Ici, on voit la tour de radio-télévision qui est, paraît-il, la 11e plus haute tour autoportante du monde. Je dis paraît-il parce que, vous savez, actuellement, les pays rivalisent tous de la plus haute ceci, la plus haute cela, la plus haute tour. Voilà, donc ça, c'est une des vues de Tachkent. À nouveau des parcs,
ici très joli à côté de la tour de la télévision. Et puis voici également à Tashkent cette architecture typique de cette Asie centrale. C'est la médersa Barak Khan, ici, que nous découvrons avec, je vous l'ai dit, ces couleurs de bleu, de blanc, de noir, avec ces dômes très colorés. Et puis, souvenez-vous, j'ai évoqué donc les Russes. Vous savez qu'à Moscou, il y a un métro absolument fabuleux. Eh bien, regardez, à Tashkent, il y a un métro également art déco de toute beauté. Partons maintenant pour ces villes emblématiques. Voilà, les petits trésors, les trésors vraiment de ce que l'on pense trouver sur la route de la soie. Khiva, qui n'est autre qu'une cité médiévale vivante, actuellement entourée de remparts. En effet, la ville de Khiva, ce que l'on appelle Ichan Kala, qui est la ville-musée, qui est la ville intérieure, entourée de remparts, de grandes murailles de briques de plus d'une dizaine de mètres de haut, d'épaisseur, pardon. C'est un ensemble de Ichan Kala, c'est un modèle de ville médiévale d'Orient. Et dans Khiva, vous avez actuellement 400 personnes qui y vivent, donc ce n'est pas énorme. Et puis, mais par contre, vous avez 60 monuments qui sont là. Et voici donc l'emblème de Khiva, qui est le minaret Kaltaminor, qui est accolé ici à une médersa. La médersa ou madrasa, ce sont ce que l'on appelle des écoles d'enseignement musulman, l'enseignement religieux musulman. On peut aussi dire que ce sont des universités théologiques musulmanes. Et ces médersas, eh bien moi-même j'y ai couché, donc avec un voyage Fitou, nous avons couché donc ici dans cette médersa. C'était assez confortable d'ailleurs, c'est très bien aménagé et on loge d'ailleurs très souvent en Ouzbékistan dans ces médersas. Donc ça c'est à l'entrée, ça se trouve dans la ville donc dans l'intérieur de cette ville sainte de remparts, Ichan Kala, la ville-musée, qui est d'ailleurs toute classée à l'UNESCO. Alors évidemment, quand on se balade dans cette ville de Khiva, à tous les coins de rue, voici les remparts que j'ai évoqués tout à l'heure. À tous les coins de rue, on trouve des bâtiments d'une exceptionnelle beauté. Voici la mosquée Jouma et son minaret. La particularité de cette mosquée, mais là vous n'en verrez pas de photo, c'est qu'à l'intérieur, vous avez une forêt de colonnes en bois vraiment extraordinaire. Et puis une autre vue, donc à nouveau encore sur cette Khiva, avec tous ces dômes que l'on voit ici, toujours les mêmes teintes que l'on retrouve. Des minarets, vous voyez, il y en a plusieurs. Je vous ai dit 60 monuments classés dans cette ville-musée de Khiva. Alors, notre voyage va nous amener à vivre une expérience particulière puisque nous allons pouvoir découvrir les yourtes, un camp de yourtes. En fait, les yourtes, c'est l'habitat traditionnel des peuplades, des nomades de toute l'Asie centrale. Donc, les yourtes, eh bien, les campements de yourtes, on y couche. Je les ai testés, je peux vous en parler. Eh bien, c'est vraiment un confort tout à fait surprenant. De qualité, j'insiste beaucoup, ne croyez pas que vous allez avoir quelque chose de sommaire. Non, pas du tout. Donc, nous allons passer une nuit, nous passons une nuit dans ces camps de yourtes à Nourata ou autres, parce qu'il y en a plusieurs, mais à l'intérieur, donc ce sont des vrais lits, hein, des vrais sommiers, des vrais matelas confortables. Vous avez un couchage qui est très bien, des draps d'une propreté exceptionnelle. On est très bien couvert parce qu'il n'y a pas de chauffage. Ici, selon les périodes de l'année où on va, eh bien, il peut faire plus ou moins frais la nuit. Vous avez une petite table de nuit sur laquelle vous avez le gel douche, le savon, etc. Vous vous croiriez dans un hôtel. Bon, concernant la partie sanitaire, il faut quand même le dire, c'est un peu plus sommaire. On a des toilettes à part à l'extérieur de la yourte et puis des douches également et des lavabos à l'extérieur des yourtes. Hein. Les yourtes, c'est uniquement pour dormir. Voilà. Donc, mais c'est très intéressant. On peut faire une balade à dos de dromadaire. Bon, c'est un peu folklorique, je ne vous le cache pas, hein, mais bon, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de monter sur un dromadaire, eh bien, auront l'occasion de faire une balade d'un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais plus, ça dépend des programmes, une demi-heure, sur les dromadaires. En tout cas, on peut approcher des dromadaires. On est en plein cœur de ces steppes, de ces déserts qui font une partie de cet Ouzbékistan. Alors, nous voilà donc
avec une vue sur ces différentes yourtes. Et alors, une précision, il y a un bâtiment en dur à côté, c'est un restaurant. Voilà. Donc, on mange et on prend le petit déjeuner, le dîner dans un restaurant à côté, dans un bâtiment en dur. Alors, partons pour la deuxième ville, je dis la troisième ville, mais la deuxième ville mythique qui fait rêver. Après Khiva, on a Boukhara. Boukhara, vraiment une ville qui a une très très longue histoire, une ville aux centaines de mosquées, de médersa. Je vous rappelle, les médersa, c'est des écoles d'enseignement musulman, des bazars, des caravansérails, enfin tout ce qu'il fallait pour accueillir toutes ces personnes qui ont cheminé sur la route de la soie. Donc, en voici un exemple. Rempart également, des murs très, très épais qui entourent la vieille ville de Boukhara. Et puis ici, on se trouve dans la citadelle, donc Arc. Arc, c'est un terme persan qui désigne cœur de l'État. En effet, c'était une forteresse très importante avec un centre du pouvoir politique très fort. Alors ici, ensuite, on va découvrir donc le centre de Pohikalia, qui est un ensemble de 4 monuments, en fait. 4 monuments, la mosquée Kalia, le minaret, il y a un minaret, dès qu'il y a une mosquée, bien sûr, il y a un minaret, et il y a 2 médersas qui sont donc à proximité. Toujours cette architecture fabuleuse, ces couleurs fabuleuses, et puis... donc voilà, on découvre donc ce centre magnifique. Et on a également ici, toujours à Boukhara, Chor Minor. Chor Minor, eh bien, c'est encore une médersa avec 4 minarets. On peut monter d'ailleurs un peu en hauteur, on y voit, on s'en approche. Les intérieurs sont aussi décorés, joliment décorés, hein, bien sûr, avec ces mosaïques, ces céramiques émaillées. Et toujours, on retrouve ces bleus, donc avec ces 4 minarets, une belle coupole, pardon, et la médersa qui est à côté. Donc, les turquoises absolument magnifiques. Samarcande. Alors, Samarcande, bah, moi, lorsque j'étais enfant, je me souviens de contes, d'histoires que l'on me racontait des 1000 et une nuits. Et Samarcande, c'était un mot qui m'avait toujours marqué. Et un jour, j'avais dit, un jour, j'irai voir Samarcande. Un jour, je me rendrai à Samarcande. Et j'y suis allée, j'ai eu la chance d'y aller. J'espère avoir la chance d'y revenir parce que, franchement, je vais vous dire une chose. L'Ouzbékistan, c'est vraiment un pays qui m'a excessivement marqué, où je me suis sentie très, très bien, où on est très bien accueilli. Et c'est un pays, donc, bien sûr, islamique, de culture musulmane. Et je vous dis tout de suite, on y va habillé comme on est ici. Hein. On n'est pas obligé de porter foulard, bien sûr en respectant la culture hein, de nos accueillants. Mais vraiment, on s'y sent très très bien. C'est une atmosphère très douce et très sereine et très agréable. Les Ouzbeks sont vraiment des gens, c'est une peuplade très accueillante. Alors Samarcande, donc ce nom qui fait rêver, la belle et la mystérieuse de Samarcande. On dit que c'est la plus célèbre et la plus ancienne ville du monde qui a 2750 ans d'histoire, comme Rome, Athènes, Babylone. Alors Samarcande, eh bien voilà, Samarcande, c'est cette place extraordinaire, la place Régistan, qui est vraiment le symbole de l'Ouzbékistan, le symbole de Samarcande, et qui regroupe tout ce que l'on peut trouver dans cette architecture musulmane. En effet, la place Régistan, ça veut dire d'abord la place du sable, des sables, sablonneuse, si vous voulez. C'est ce que veut dire en perse, pardon, Régistan. Ici, vous avez plus de 1001 histoires qui ont été racontées, des aventures avec cette place ici. La particularité de la place, c'est que lorsqu'on y vient le soir, quand on est illuminé comme ça, franchement, on se croirait dans un conte des 1001 nuits. C'est vraiment l'image que l'on a et l'atmosphère que l'on y ressent. Et puis, on a un autre ensemble ici qui est Gour Emir, c'est donc un mausolée ici, avec le minaret donc, que l'on va découvrir.
ici, attendez, je reviens sur la particularité avant, Ouremir, qui est le mausolée donc, de Tamerlan. Tamerlan, c'est un nom que l'on utilise beaucoup, une personnalité dont on parle beaucoup en Ouzbékistan. En effet, Tamerlan, c'est le XIVe siècle, hein, c'était un grand chef de guerre turco-mongol, c'est un conquérant d'une grande partie de l'Asie centrale et occidentale. Donc voilà, un personnage dont on parle beaucoup lorsque l'on est là-bas. Et puis, on a ici donc les mausolées, différents mausolées qui sont regroupés ici, la nécropole Shaki-Zindan. Donc, ce sont de nombreux mausolées, aux couleurs évidemment étincelantes, on le voit ici. Voilà une autre vue hein, que nous avons. Toujours regarder. Vous savez que dans le monde musulman, il n'y a pas de représentation humaine. Ce ne sont que des formes géographiques, des écritures. Et puis, ici, la médersa Tila Kori, alors là, l'intérieur, là, c'est plutôt l'intérieur. L'extérieur est magnifique, ça c'est sûr, hein, mais alors l'intérieur, mais c'est époustouflant de beauté, d'or et de marbre. Regardez ça. Et c'est absolument incroyable. Incroyable, incroyable. Les décors nous laissent pantois. J'étais restée un petit moment parce que c'était toujours une émotion très forte qui vient. Et puis, parlons maintenant, dans ce pays des mille et une nuits, de la gastronomie. La gastronomie, eh bien, ce sont des pains, des différents pains que l'on fabrique comme dans tous les pays. Mais la particularité des Ouzbeks, c'est qu'ils utilisent comme des espèces de petits tampons, que l'on peut acheter d'ailleurs auprès des artisans, pour faire des dessins sur les pains. Alors, il y en a de toutes formes, vraiment, moi j'en ai ramené personnellement et je l'utilise quand je fais mon pain, parce que des fois je fais mon pain, et donc je fais mon décor ouzbek sur le pain, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Et puis vous avez le plof, qui est le plat typique ouzbek, c'est du riz avec de la viande de mouton. Voilà, c'est très parfumé, il y a des épices. La nourriture ouzbek est épicée, mais pas épicée fort. Ça n'est pas fort. C'est très goûteux. Voilà, c'est très goûteux, mais ce ne sont pas des épices très piquants. Voilà, pas piquants. On y mange bien. Il y a beaucoup de crudité, beaucoup de salade. C'est très léger. C'est une cuisine très légère. Bon, le plof est un petit peu plus lourd, si vous voulez, mais beaucoup de crudité parce qu'ils produisent énormément de choses. Il faut savoir qu'à l'époque soviétique, c'était l'endroit, les Russes avaient utilisé la plupart des terres pour faire de la culture à outrance de coton, qui est toujours d'ailleurs une grande production actuellement en Ouzbékistan. Mais les Ouzbeks, à la suite de l'indépendance, ont décidé de se développer dans le maraîchage. Donc il y a une très grande production de légumes et de fruits, beaucoup d'abricots. On retrouve à nouveau donc, ces pains décorés. Et puis, un pays où il y a énormément d'artisanat. Alors, les petits bonnets, les bols, on retrouve dans les bols d'ailleurs les décors de cette architecture musulmane. Et puis aussi beaucoup de marionnettes. Alors, ils ont un théâtre de marionnettes très développé. On en voit d'ailleurs dans notre programme. On va visiter un atelier de fabrication de marionnettes et tout aussi colorées les unes que les autres, avec les couleurs justement de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, c'est un pays de grandes couleurs. L'architecture, certes, mais également la population est habillée de façon très colorée. Et on retrouve tous les tissus propres à l'Ouzbékistan. Tout cela. Alors, on peut acheter des nappes, on peut acheter des tissus, des tapis, très colorés. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi donc, en Ouzbékistan. Et c'est ça certainement que vous allez aimer en y allant parce que ce pays est vraiment très ouvert, très accueillant. Et puis alors, vraiment, le pays des mille et une nuits, réellement, on s'y sent bien. Voilà, je vous souhaite un bon voyage en Ouzbékistan et peut-être à bientôt ensemble ou vous individuellement ou dans d'autres voyages. À bientôt, au revoir.